Avec les styles CSS, nous avions appris à transformer plusieurs propriétés d'éléments HTML pour créer des effets d'animation. Ici, nous allons voir que les mêmes résultats peuvent être atteints grâce au code JavaScript. Dans l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur pointe avec la souris sur le rectangle à coins arrondis, celui-ci se transforme pour notamment gagner en volume. Ce sont en réalité plusieurs propriétés CSS qui sont impactées, dont notamment les couleurs de fond et de texte, et ces transformations respectent un délai de quelques secondes avant de rejoindre l'état final ou initial inversement. Certes, l'effet n'est pas des plus saisissants, mais l'intérêt ici est bien de voir comment influer sur des attributs CSS avec le code JavaScript. Pour la démonstration de cette astuce, JavaScript, nous proposons de récupérer des sources existantes et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web index.htm accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers. Et sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Le rectangle est bien présent, mais à ce stade, si vous passez la souris sur sa forme, hormis l'aspect du pointeur de la souris qui change, rien ne se produit. Il s'agit de l'enjeu de ces démonstrations. Il est donc temps de découvrir l'agencement de la page HTML pour comprendre comment intervenir sur cette forme géométrique. De nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi au code HTML de la page web. Le calque, balise div, qui retient notre attention, est situé vers le bas de la page HTML. Il est lui-même embarqué dans un calque parent portant l'identifiant au centre. Il accueille bien le texte du rectangle à coins arrondis, survolé. De plus, et c'est le fait le plus important, il est reconnu par l'identifiant changé, comme vous pouvez le voir. Un identifiant sert à piloter un élément HTML par le code JavaScript en le désignant précisément, mais pas seulement. Ici, cet identifiant est aussi utilisé pour réaliser des réglages CSS qui donnent forme à ce rectangle. Et ce style CSS est embarqué dans cette même page web en haut du code HTML, plus précisément dans la section style. Des réglages classiques qui sont opérés pour définir les dimensions, notamment vous voyez avec les attributs width et height, mais aussi les attributs de police, les décalages, les bordures, ainsi que les couleurs. Et ce sont ces attributs que nous devons transformer progressivement par le code JavaScript. À ce titre, vous notez la présence du dernier paramétrage opéré par l'attribut CSS transition. Il indique sur quel délai doivent s'opérer les changements pour la taille de la police sur 3 secondes, la couleur du texte et celle de l'arrière-plan sur 2 secondes, mais aussi pour les dimensions width et height sur 3 secondes, ainsi que les décalages internes du texte avec le padding pour ajuster la position aux nouvelles dimensions. Mais à ce stade, aucune animation et aucune règle, keyframes, ne sont définies. Nous avions appris à dompter ces animations par les styles CSS. Mais ici, rappelons-le, c'est le code JavaScript qui doit influer sur ces réglages CSS pour réaliser la transformation. Et grâce à l'attribut CSS transition, les variations demandées en JavaScript s'opéreront sur les délais définis. Pour débuter maintenant, il est question de déclarer 2 gestionnaires d'événements en JavaScript. Le premier doit observer le moment où la souris passe sur la forme d'identifiant changé. Le second doit observer le moment où la souris quitte la zone d'influence de cette forme. Ainsi, les codes JavaScript associés pourront se déclencher pour opérer les transformations dans un sens comme dans l'autre. Et ces gestionnaires, nous avions appris à les initialiser au sein de la balise HTML de l'élément concerné. Mais nous allons le voir, il est aussi possible de les déclarer indépendamment grâce à l'identifiant du calque. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de placer le point d'insertion en cliquant directement dans la section de script qui avait été prévue en amont, donc entre les balises fermantes et ouvrantes. Et là, nous allons donc utiliser notre variable changer, notre variable objet, pour pouvoir initialiser, lui associer le premier gestionnaire, onMouseMove, comme son nom l'indique, eh bien, qui va observer le moment où la souris va bouger, va passer sur la forme d'identifiant changé, c'est-à-dire sur la forme géométrique. Dans ces conditions, lorsque cet événement est déclenché, que devons-nous faire? Nous devons exécuter un code, celui d'une fonction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous lui affectons cette fonction, qu'il n'est pas nécessaire de nommer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est directement embarquée dans ce gestionnaire, donc c'est implicitement
que son code sera déclenché. En revanche, nous n'oublions pas de la borner avec les deux accolades. Je vais en profiter ici, effectivement, par fainéantise, pour copier et coller ce bout de code, puisque nous avons, je vous le rappelle, un deuxième gestionnaire à initialiser dans l'enchaînement, celui qui va détecter le moment où la souris qui était sur la forme quitte sa zone d'influence pour pouvoir jouer l'animation, ou plutôt la transformation, dans le sens inverse. Et cette fois-ci, le gestionnaire se nomme onMouseLeave, c'est-à-dire lorsque la souris quitte cette zone. Dorénavant, pour réaliser ces transformations, nous devons exploiter les propriétés de l'élément HTML afin de descendre dans la hiérarchie jusqu'aux attributs CSS à régler. Nous savons pointer sur un objet HTML précis grâce à la méthode JavaScript getElementById. Mais comme nous sommes dans un gestionnaire qui concerne précisément cet élément, l'objet JavaScript this permet de le désigner directement et plus simplement, ce que je vous propose de faire entre les bornes du premier gestionnaire, c'est-à-dire le code qui doit se déclencher lorsque la souris vient à bouger sur cette forme géométrique. This, donc, pour désigner tout simplement le calque d'identifiant changé. Désormais, nous pouvons utiliser sa propriété style pour descendre jusqu'à ses attributs CSS. Le premier qui nous intéresse concerne la taille de police en JavaScript font size avec le camel case, c'est-à-dire le S majuscule, que nous allons sensiblement grossir ici à 36 pixels. C'est une proposition entre simple ou double cote et nous n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe. Je vous propose d'ores et déjà d'enregistrer les modifications et de basculer sur le navigateur web, puis de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier et dès lors de passer la souris effectivement sur cette forme géométrique. Et comme vous pouvez le voir, la taille de la police grossit effectivement, mais pas brutalement. Grâce à l'attribut transition du style changé associé au calque, elle rejoint sa taille finale progressivement en respectant une durée de 3 secondes telle que définie. Bien sûr, à ce stade, cette transformation dénote puisque les autres attributs de la forme géométrique ne suivent pas encore le mouvement. De plus, et bien entendu, lorsque vous sortez la souris de la forme comme ici, la nouvelle valeur de l'attribut reste figée. C'est le second gestionnaire qui doit se charger de recaler les valeurs initiales, là encore, tout en respectant les délais définis. Donc maintenant, en reproduisant exactement le même principe, nous devons influer sur les autres attributs CSS. Je vous propose donc de revenir dans le code HTML, et puis, comme ici, il y a 5 autres réglages à entreprendre, notamment sur les dimensions, je vais me permettre ici, voyez-vous, de coller 5 fois cette ligne de code de manière à ne plus avoir qu'à l'ajuster. Nous avons la largeur à largement agrandir, grossir, donc grâce à l'attribut width, nous sommes au départ à 100 pixels, je vous propose de passer à 300 pixels. Il y a aussi forcément la hauteur dans l'enchaînement, donc attribut 8, que je vous propose ici de passer cette fois à 100 pixels, alors que la dimension d'origine est de mémoire à 50 pixels. Il y a ensuite la couleur du texte. Nous souhaitons inverser précisément la couleur du texte et celle du fond, et nous ferons le cheminement inverse avec le second gestionnaire. Donc ici, nous allons lui attribuer un gris relativement clair avec un code hexadécimal que je vous livre, mais qui est déjà proposé, voyez-vous, dans le style de départ. Il s'agit bien de la couleur de fond, tandis que la couleur de texte à l'origine est réglée sur un bleu, que je vais me permettre ici de prélever, comme ça je n'aurai pas de nouveau à taper ce code hexadécimal. Ensuite, oui, nous allons effectivement régler la couleur de fond avec l'attribut CSS background color, donc sur ce code hexadécimal bleu que je me suis permis de prélever, et il nous reste encore un réglage à opérer pour le décalage interne du texte, puisque comme nous grossissons la hauteur de ce calque, il faut que le texte se déplace légèrement vers l'intérieur pour donner l'illusion de rester toujours centré. Donc c'est la raison pour laquelle ici nous allons chercher notre attribut padding top, c'est un décalage par rapport au bord supérieur et que je vous propose de régler à 20 pixels. D'ailleurs j'aurais pu garder les 20 px, voyez-vous, en mémoire de manière à ne pas avoir à les retaper. Donc, petite remarque au passage qui est assez intéressante, vous notez une différence de syntaxe dans l'appellation des attributs entre le code CSS et le code JavaScript. Lorsque le nom d'un attribut est composé, comme ici, background-color, le CSS exploite le tiret pour bien différencier les mots-clés. Le JavaScript, quant à lui, exploite la casse chameau ou camel case.
comme ici background color avec le C majuscule pour le deuxième mot, le color. Je vous propose d'enregistrer donc les modifications, naturellement de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, puis de passer la souris sur la forme géométrique et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les transformations s'opèrent simultanément en respectant les délais respectifs jusqu'à atteindre les valeurs de propriété dictées par le code JavaScript. Maintenant, et naturellement, il nous reste à programmer le comportement inverse lorsque la souris sort de la zone d'influence pour que la forme géométrique recouvre progressivement son état d'origine. C'est donc le second gestionnaire que nous devons implémenter. Les lignes de code JavaScript sont strictement identiques, seules les valeurs d'affectation changent. C'est la raison pour laquelle je vous propose, dans ce code JavaScript, de sélectionner toutes les lignes du premier gestionnaire à l'intérieur de la fonction du premier gestionnaire, de les copier par le CTRL C, et puis dans la fonction du second gestionnaire, de les coller par le raccourci clavier CTRL V. Et là, nous allons rétablir les valeurs d'origine, la taille de police à 16 pixels, la largeur à 100 pixels, la hauteur à 50 pixels et non à 100 pixels. Nous allons ici intervertir les couleurs, celles de fond et celles de texte, de manière à pouvoir les faire se croiser, ce qui était déjà le cas sur le trajet aller, et donc il faut faire l'inverse sur le trajet retour, celui donc qui consiste à reprendre sa forme d'origine pour ce rectangle aux coins arrondis. Maintenant, si nous enregistrons les modifications, que nous revenons sur notre page HTML, que nous la rafraîchissons avec la touche F5 du clavier et que nous survolons la forme ou que nous quittons sa zone d'influence, vous remarquez que les transformations se jouent dans les deux sens, selon donc que la souris entre ou quitte cette forme. Et si vous réalisez des va-et-vient assez rapides, comme ici, vous donnez l'illusion d'un effet élastique sur une forme qui s'étire puis se contracte, en boucle naturellement, grâce à ces délais CSS qui sont de façon intransigeante définis par l'attribut transition. Petite remarque pour terminer, nous aurions très bien pu jouer cette animation au clic en adaptant simplement le premier gestionnaire, changer .onClick, et là nous déclenchons le code de la fonction. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce JavaScript vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.